Pourtant, la démocratie directe, telle que vous la décrivez, c'est une véritable dictature du peuple. De nombreux analystes rappellent à juste titre qu'un vote sur la peine de mort aboutirait à son rétablissement. Eh bien, moi, ce qui m'inquiète encore plus qu'un éventuel rétablissement de la peine de mort, c'est le caractère péremptoire de votre propos. J'y décèle une autre forme de dictature, moins visible, mais dont le caractère néfaste n'est plus à démontrer, c'est la dictature de l'élitisme. Lorsque vous prétendez qu'un référendum sur la peine de mort aboutirait à son rétablissement, qu'en savez-vous? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Avez-vous un don extralucide qui vous permettrait de lire dans la pensée de 43 millions de citoyens? Mais peut-être avez-vous lu des sondages. Quels sondages? Il en sort des dizaines par jour, certains contradictoires avec ceux d'hier. Un sondage, qu'est-ce que c'est? C'est 950 personnes choisies et réparties par CSP, catégorie socio-professionnelle, qui répondent à un questionnaire par téléphone en regardant la télévision tout en croquant des bretzels. On peut faire du marketing avec ça, des marketing de produits commerciaux. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été créés avec le terme de marketing qualitatif. Mais utiliser cet outil, le sondage, pour faire de la politique, ça n'est pas sérieux. Sauf bien sûr, si on adhère à la démocratie représentative qui a définitivement intégré le sondage comme outil principal de gouvernance. Mais ne pensez-vous pas que la démocratie représentative est naturelle dans les sociétés humaines? La démocratie représentative, c'est notamment une réalité dans les associations sans que cela ne pose de problème de principe. Car tous les citoyens ne sont pas forcément intéressés par tous les problèmes. De plus, tous les citoyens n'ont pas forcément une conscience ou un intérêt développé pour la politique. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait utiliser les différentes formes de démocratie plutôt qu'un système unique? Par exemple, la démocratie directe pour certains grands choix de société, mais avec une formation-information pour éviter les choix viscéraux qui sont malheureusement trop fréquents. La démocratie participative, composée d'assemblées de volontaires tirés au sort qui co-construiraient les projets avec les politiques pour faire prévaloir l'intérêt général. La démocratie représentative avec des restrictions absentes aujourd'hui, à savoir pas de cumul de mandats dans l'espace ou dans le temps, plus la révocabilité. L'actualité très récente montre par ailleurs les limites d'une démocratie directe mal préparée. Alors, je ne vois pas très exactement à quelle actualité récente vous faites allusion, mais l'occasion m'en est donnée de rappeler qu'il y a très souvent un malentendu sur le terme démocratie directe. La démocratie directe, c'est très exactement la capacité donnée exclusivement au peuple d'imaginer, donc de proposer, de débattre et de voter la loi, à l'exclusion de toute forme de représentation. Ça veut dire, par exemple, qu'un référendum ou une élection personnalisée au suffrage universel noyée au milieu d'un système représentatif ne constitue qu'un avatar de l'oligocratie représentative, un alibi démocratique et en fin de compte un contre-exemple de démocratie directe. Votre proposition de mix démocratique avec un tiers de direct, un tiers de participatif et un tiers de représentatif me fait penser un peu à la scène de Marius où Rému explique à Pierre Freinet comment faire un picon citron. Et du coup, j'ai envie de vous demander, quel est le quatrième tiers? Plus sérieusement, je n'ai bien entendu pas l'intention de vous empêcher de croire à la réalisation possible de ce mix démocratique que vous appelez de vos voeux. Mais j'attends que vous me donniez le détail des principes et règles d'application précises de ce dispositif, car c'est facile de poser quelques grandes idées générales, mais il s'avère beaucoup plus difficile d'établir un mode d'emploi détaillé et rigoureux. C'est pourtant ce que nous avons fait à Démocratie Directe et Résilience,
avec notre constitution nouvelle transitoire qui, tout au long de ses 71 articles, décrit par le menu la mise en place de la démocratie directe. Et alors, je prends volontiers rendez-vous avec vous pour débattre de votre mix démocratique, mais lorsqu'il aura fait l'objet d'une mise au point aussi précise et définitive. En fait, ce qui me gêne le plus dans votre approche de l'organisation sociale, et à défaut d'en savoir plus sur les contours du dispositif que vous proposez, c'est qu'en fin de compte, vous considérez que l'essentiel du système de démocratie représentative actuel pourrait fort bien être conservé. Et que des groupes de pression vertueux pourraient très bien faire aboutir des décisions conformes à vos souhaits personnels, à l'intérieur de ce même cadre législatif actuel. En démocratie participative, il est prévu une formation des participants auprès de diverses sources. Experts techniques, usagers, associations, ce qui leur permet de voter ensuite de façon éclairée. Dans votre système, le vote dans les agoras est fait par l'ensemble des citoyens, donc par des personnes qui n'ont pas bénéficié de formation d'information et qui vont voter de façon non avisée ou émotionnelle. Et ces décisions peuvent être contraires à l'intérêt général. Alors, avant d'aller plus loin, pouvez-vous me dire comment vous pouvez savoir à l'avance où se trouve l'intérêt général? Quelle décision peut-elle être considérée comme conforme à l'intérêt général ou non, et qui en décide? Eh bien, pour le nucléaire, par exemple, on sait très bien où est l'intérêt général, où on en prendra conscience complètement lorsqu'un accident nucléaire nous obligera à abandonner la moitié du territoire européen. Et on sait très bien quelle sera la réponse des consommateurs individualistes dont le confort n'est pas négociable. Le problème est que les générations futures ne participent pas au scrutin de la démocratie directe, ni même les autres espèces vivantes sur la planète. Vous recommencez, avec le nucléaire, le même raisonnement que vous avez tenu pour la peine de mort. À savoir que vous êtes persuadé à l'avance de l'avis de 43 millions de personnes consultées directement. Cette posture très courante chez les militants alternatifs témoigne de plusieurs convictions que, pour ma part, je trouve plutôt inquiétantes. Tout d'abord, vous dites, on sait très bien où est l'intérêt général. Mais qui est ce on? Ce on, c'est probablement vous, au sein d'un groupe d'opinion, certes respectable, mais qui considère qu'il détient la vérité absolue et qui s'auto-proclame détenteur d'un intérêt général, cet intérêt général étant bien sûr de nature supérieure au droit ordinaire et devant être imposé de force et sans débat populaire. Je vous ferai observer que de très éminents spécialistes de l'énergie, polytechniciens par surcroît, tels messieurs Jean-Marc Jancovici ou Alain Grandjean, considèrent, chiffres à l'appui, que la conduite de l'industrie nucléaire est moins dangereuse, et plutôt moins dangereuse que l'extraction du charbon dans les mines de Chine par exemple. Je suis d'autant plus à l'aise pour m'exprimer sur ce sujet, le nucléaire, que je suis moi-même un farouche opposant de cette industrie depuis les années 70 et les premières actions de Pierre Fournier contre le projet de la centrale de Bugey. Mais à la différence de vous, je n'imagine pas un seul instant de militer pour cette idée autrement que dans le cadre de la démocratie directe. Autrement dit, je considère que la totalité des citoyens doit pouvoir se prononcer après mûre réflexion et mûr débat sur la pertinence de cette industrie, ou pas, et que la décision majoritaire qui en sortira devra s'appliquer. Si cette décision devait être la poursuite du nucléaire, je l'accepterais, mais je continuerai néanmoins à travailler, bien sûr, pour faire évoluer l'opinion et tenter de provoquer un nouveau vote citoyen abrogatif, comme précisément le système de démocratie directe me permettrait de le faire. Et comme le système de démocratie représentative aujourd'hui ne me permet pas de le faire. Deuxièmement, je constate que pour parler des individus appelés à se prononcer sur un choix de société, vous ne dites pas les citoyens, mais vous dites les consommateurs individualistes. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous présupposez une certaine coloration de ces électeurs par rapport à vos propres convictions culturelles.
manifestement, lorsque vous traitez le citoyen ordinaire de consommateur, vous le présupposez défenseur irréductible de la société de consommation que vous, probablement, vous dénoncez. Et lorsque vous ajoutez au substantif consommateur l'adjectif individualiste, vous grossissez encore le trait en laissant clairement apparaître vos convictions antilibérales. En résumé, pour vous, qu'est-ce qu'un citoyen? Pour vous, un citoyen, c'est un individu néolibéral qui ne pense qu'à consommer et qui ignore l'intérêt général. Intérêt général que vous, bien sûr, vous détenez en exclusivité avec quelques autres. Eh bien, moi, j'appelle cela de l'impérialisme des idées. En démocratie directe, nous considérons que tous les citoyens sont égaux, qu'ils sont neutres a priori, qu'ils sont libres de leurs idées, responsables de leurs convictions, et que l'intérêt général, c'est tout simplement ce qui ressort du produit arithmétique des vœux individuels. Des vœux individuels, soyons bien d'accord, exprimés dans le cadre d'un dispositif d'initiative et de votation directe et permanent, excluant toute forme de représentation. J'insiste sur cette définition très précise de l'intérêt général, celle que je lui donne, afin de vous éviter par avance la peine de me faire le procès du référendum actuel intégré au système de démocratie. C'est un procès que, bien entendu, je partage. Alors, ensuite, vous me parlez des générations futures et même des animaux, pourquoi pas des insectes et des végétaux. Ce discours vous honore, mais je considère que j'ai peur que ce ne soit qu'une clause de style d'apparence généreuse, à défaut d'introduire un raisonnement plus développé. Dans l'attente de ce développement, je veux bien être d'accord avec vous pour dire que l'intérêt des générations futures est une question qu'il conviendrait de prendre en compte dans les décisions collectives et que ce n'est pas fait du tout actuellement dans le cadre de la démocratie représentative. Nous sommes bien d'accord. Mais pour ce qui est de l'intérêt des autres espèces vivantes, bon, ça c'est une question beaucoup plus complexe, touchant à l'écologie profonde, la deep écologie, comme l'appellent les anglo-saxons, et qui pourrait nous emmener assez loin, en tout cas qui nécessiterait un débat spécifique, que je préfère remettre à plus tard, mais que je ne vous refuse pas. Mais revenons à l'intérêt des générations futures. Cette notion comporte un certain nombre d'éléments qui sont subjectifs, mais il y en a d'autres qui sont, eux, tout à fait objectifs, ou factuels. Et sans pour autant relever de la fumeuse notion d'intérêt général. Je m'explique. Premièrement, dire, par exemple, que toute quantité de ressources naturelles finies, telles du minerai ou de l'hydrocarbure, qui est prélevée par une génération donnée et restera indisponible pour la génération suivante, relève avant tout de l'arithmétique, avant que de relever de l'éventuel intérêt général pour la génération suivante. Deuxième exemple, dire que tout prélèvement d'une ressource naturelle renouvelable, au-delà de son taux de renouvellement, comme le défrichement de l'Amazonie par exemple, par une génération donnée, obligera la génération suivante à se priver de son produit pendant un certain nombre d'années nécessaires à sa reconstitution, relève avant tout de la botanique, avant que de relever de l'éventuel intérêt général pour la génération suivante. Troisième exemple. Dire que la dégradation des sols en humus par suite de l'utilisation massive des engrais chimiques par une génération donnée obligera la génération suivante à se priver pendant un certain nombre d'années des surfaces correspondantes, le temps de sa régénération, relève avant tout de la microbiologie, avant que de relever de l'éventuel intérêt général pour la génération suivante. Ces trois exemples vous montrent que la qualification d'intérêt général ne peut être utilisée qu'en parallèle d'une loi physique prouvée. Toute autre utilisation risque d'être sous-tendue par une volonté d'un groupe de pression d'imposer ses convictions en dehors du processus démocratique. Sur la base de ces trois exemples que nous pourrions décliner à d'autres domaines, mais en gardant toujours un principe de rigueur mathématique, je considère que la démocratie directe est largement plus adaptée pour édicter des règles environnementales tenant compte de l'intérêt des générations futures que la démocratie représentative, et ça pour deux raisons principales. La première raison résulte d'un raisonnement par opposition. La démocratie représentative ne s'étant pas préoccupée le moins du monde de l'intérêt des générations futures, la démocratie directe ne peut que faire mieux. Deuxième raison,
la deuxième raison, résulte d'une analyse du fondement de la démocratie, du fondement même de la démocratie représentative. Ce fondement, c'est, bien entendu, l'exercice du pouvoir unique par l'oligarchie économico-financière, celle-là même qui a liquidé la monarchie au milieu du XVIIIe siècle. Cet exercice de pouvoir que nous nommons oligocratie. Cette oligarchie, elle fonctionne en cercle fermé et pour la seule satisfaction immédiate de ses besoins matériels. C'est pourquoi, naturellement, elle se contrefiche de la problématique des générations futures. La démocratie directe, au contraire, c'est un pouvoir partagé par tous les citoyens à parts égales. Et par des citoyens qui sont aussi des parents et qui, on peut le supposer, penseront plus à la survie de leurs enfants qu'au rendement de leurs actions.